Bonjour, merci pour cette invitation à venir partager à la fois le contexte qui est très florissant autour du microbiote et avec ce lien sur les maladies métaboliques, j'étendrai un petit peu vers la fin sur la dimension cardio-métabolique. Donc comme vous l'a dit Florence, donc je suis à la Pitié-Salpêtrière et donc je m'occupe de l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition. Juste en 2 diapositives, je vais vous présenter comment en fait ça se place, cet Institut de cardio-métabolisme et nutrition qui est un des 6 instituts hospitalo-universitaires issus des investissements d'avenir. Et en fait l'idée de ces programmes investissements d'avenir et en particulier des IHU, donc Instituts hospitalo-universitaires, c'était de mettre en lien, la recherche fondamentale avec l'investigation clinique. Et l'organisation de notre institut, vous le voyez ici, il associe des équipes de recherche, donc 13 équipes de recherche et des partenaires très proches, je vais y revenir, et également un centre clinique qui est situé à la Pitié-Salpêtrière et qui est le pôle cœur et métabolisme de la Pitié-Salpêtrière. Donc vous voyez les photos des gens et l'idée finalement de cet institut, c'est vraiment de lier la recherche aux soins dans une dimension translationnelle, donc permettre effectivement de faire bénéficier les patients plus spécifiquement atteints de maladies métaboliques et cardiaques des progrès de la recherche. Et donc vous voyez la roue au milieu a pour objectif de lier les deux au travers notamment de plateaux qu'on appelle des plateaux translationnels. Donc juste un point, le contexte de cette conférence, je vais vous parler en fait d'un des axes de l'IHU qui est en fait l'axe dans lequel on étudie les relations entre l'environnement et la biologie de l'hôte, et en fait qui est l'axe qui est situé, alors il ne faut pas que je m'en mêle dans le passage des diapos, c'est l'axe qui est situé ici, et en fait ce qui est intéressant peut-être à retenir de cet institut, c'est que nous travaillons sur le diabète, l'obésité, les maladies hépatiques, l'athérothrombose et les maladies du myocarde. Alors vous m'allez dire, c'est un des deux, c'est très vaste. Donc comment on fait pour que les gens en fait travaillent ensemble, des cliniciens, des chercheurs, des gens qui sont dans le domaine du métabolisme, de la cardiologie. En fait, on travaille ensemble au travers de programmes communs multi-équipes. Et donc c'est ce que vous voyez en fait ici sur ces programmes en fait verticaux, où finalement il y a des mots-clés et ces mots-clés nous réunissent. Et donc ce que vous voyez sur l'axe 4, c'est vraiment cette dimension du travail autour, comme je vous l'ai dit, de l'environnement et de la biologie de l'hôte. Et bien évidemment, l'intestin et le microbiote intestinal peut être vu comme un organe d'interface entre notre environnement et notre biologie. Et tout ça, en fait, nous donne finalement des projets et un socle pour l'innovation, on l'espère, dans ce domaine. Alors, si vous vous sentez un peu seul, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et vous savez certainement qu'on vit en symbiose depuis des années avec notre microbiote et donc effectivement on est porteur et avec un dialogue permanent de bactéries un peu partout comme vous voyez ici sur cette diapositive, et donc l'intestin est je dirais un des organes en fait, qui contient le plus grand nombre de bactéries qu'on appelle des bactéries non pathogènes, donc des bactéries commensales. Donc en fait il faut nous voir comme un écosystème en dialogue permanent avec cette flore intestinale, mais aussi flore qu'on peut avoir à d'autres endroits, par exemple la flore buccale. Ce qui a changé, en fait, ces dernières années, c'est le fait qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'étude de la flore intestinale. En effet, il y a des microbiologistes dans cette salle et ils savent très bien qu'une des difficultés d'étudier le microbiote et plus particulièrement le microbiote intestinal, c'est que 70% des bactéries en fait, ne sont pas cultivables. Et donc on doit beaucoup aux approches d'étude du génome d'avoir permis en fait, d'étudier la diversité bactérienne au travers des progrès du séquençage du génome. Et en fait, ce que vous voyez, c'est un travail qui a été fait en particulier par des équipes françaises à l'INRA. Et en fait, il faut le dire, c'est la France, grâce aux équipes de l'INRA en séquençage des bactéries intestinales, est pionnière dans ce domaine.
Et donc, ce qui a permis de découvrir en fait qu'à partir d'un prélèvement de sel, on pouvait étudier ce qu'on appelle notre autre génome. Alors ça, c'était un bouleversement en fait dans le domaine. Si tant est que, enfin, vous voyez que la dimension est fait un petit peu, ça fait un peu peur quand on voit le nombre de gènes bactériens, parce que plus de 3 millions de gènes, probablement même 8 millions de gènes dans le microbiote intestinal, comparé à 23 000 gènes humains. Et donc une grande dimension et une grande diversité, mais qui permet d'approcher finalement une complexité, puisque, comme je vous l'ai dit, on peut cultiver seulement qu'une partie des bactéries. Alors ça a révolutionné le domaine grâce à ces outils de séquençage. Les autres informations qui ont été apportées par ces approches, c'est le fait que ces bactéries peuvent avoir des profils différents, ou en tout cas les groupements bactériens peuvent avoir des profils différents dans des populations. Ainsi, dans cette salle, on va être différent par l'enrichissement en certains groupes bactériens. Donc il y a des personnes qui vont avoir un enrichissement en un groupe ici qui s'appelle Bacteroides, d'autres en un groupe ici Ruminococcus, ou encore un autre groupe en Prevotella, qui sont en fait des groupements bactériens commensaux fréquents. Et ce qui a également été montré, c'est que notre alimentation peut potentiellement moduler en fait ces enrichissements, c'est-à-dire notre alimentation courante. Un exemple, la consommation par exemple d'une alimentation assez riche en graisse animale va être associée à une prévalence plus importante d'un enrichissement en fait en ce groupe-là qui s'appelle Bacteroides. Alors qu'une consommation finalement plus riche en hydrates de carbone, comme on voit ici, peut être associée à un enrichissement en ce groupe bactérien ici, Prevotella. Donc ça, c'est un exemple qui montre comment une alimentation finalement courante sur nos modes alimentaires peut influencer en fait l'enrichissement bactérien dans l'intestin. Donc ce sont ces techniques de séquençage qui ont permis ça. Un autre aspect qui a été identifié, c'est le fait que l'enfant à la naissance naît globalement, alors évidemment tous les concepts à chaque fois ça évolue tellement vite sont discutés, mais retenons que l'enfant naît stérile et va acquérir des germes au moment en fait, de la naissance, en fait, au moment du passage en fait, de la filière maternelle, et cet enrichissement va se faire tout au long, dès les premiers jours de vie, et donc on estime qu'à 2-3 ans, on va avoir petit à petit une couverture et une diversité bactérienne intestinale qui va s'installer. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les modes de naissance, est-ce que ça peut impacter en fait sur les compositions bactériennes? La réponse est oui. En fait, ce qui a été montré déjà, c'est qu'en fonction du mode de naissance, par les voies, la filière maternelle naturelle ou bien par césarienne, va très tôt en fait modifier les populations bactériennes intestinales. Alors immédiatement derrière, on se dit quelles peuvent être les conséquences éventuellement de l'acquisition très précoce en fait, de ces bactéries pour la santé future des enfants. Donc ça, ce sont des voies de recherche actuellement. Autre point qui est également très actuellement discuté et développé par les équipes qui travaillent dans le domaine, c'est ce lien en fait entre l'intestin, la flore intestinale et le cerveau. Et donc là, de plus en plus également, donc des chercheurs travaillent à comprendre comment éventuellement la composante bactérienne intestinale pourrait influencer non seulement nos modes alimentaires, mais également nos comportements. Donc il faut voir ça comme un échange vraiment bidirectionnel entre l'intestin, le cerveau, et le cerveau, la flore, en particulier au travers des hormones, peut-être des métabolites produits par les bactéries, j'y reviendrai, et également du système nerveux. Alors, d'où sont venues un petit peu cette explosion, d'où est venue cette explosion donc, dans le domaine effectivement de la flore intestinale et des bactéries. Donc ce qui est assez étonnant, et je pense que je vais arriver maintenant sur le domaine de maladies métaboliques et de l'obésité, c'est ces notions de transfert de flore intestinale. Alors il y a eu plusieurs travaux, je vais vous en montrer un qui est un des plus récents, qui est cette étude publiée par le groupe de Jeff Gordon aux États-Unis. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des frères et sœurs. Alors, ils disent jumelles, mais en réalité, ce n'est pas des vrais jumeaux, mais bon, disons des jumeaux, mais discordants pour le poids, donc avec un jumeau obèse et un non obèse.
ils ont pris en fait les selles, donc, et ils ont transféré leurs selles chez des souris. Et ce qui s'est passé immédiatement, c'est qu'ils ont vu que les animaux qui avaient reçu la flore de l'individu obèse développaient une obésité, alors que la souris qui a reçu la flore de la personne non obèse, du jumeau non obèse, ne développait pas d'obésité. Alors on avait déjà des travaux de ce type, transfert de souris à souris. Ce qui est nouveau en fait dans cette étude, c'est le transfert de l'homme à la souris. Et ce qui était important de voir, c'est que le contexte alimentaire était important. Ce transfert était favorable dans le cadre de la consommation d'un régime pauvre en graisse et riche en fibres. Et donc, l'autre point et l'autre particularité de cette étude, c'était également d'avoir remis ensemble, vous voyez, ces deux souris dans la même cage. Et en fait, les souris sont coprophages. Donc elles partagent dans une même cage, elles consomment, en fait, elles vont grignoter en fait, les selles d'une souris à l'autre. Et en fait, en faisant ça, ils se sont aperçus de quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, en les mettant ensemble dans une cage, la souris ici, qui avait reçu la flore de la personne non obèse, allait transmettre une amélioration du phénotype à cette souris obèse. En d'autres termes, par ce mélange en fait, de l'environnement, la souris obèse ici allait améliorer son métabolisme. Et ça se voyait que si on proposait encore une fois aux animaux une alimentation pauvre en graisse et riche en fibres. Donc là, on a cette notion d'emblée que l'environnement alimentaire et diététique est important en fait, pour éventuellement l'effet du microbiote intestinal. Alors, on arrive ensuite, effectivement, à l'homme, et donc, dans la littérature, ces 4-5 dernières années, il y a vraiment une explosion, en fait, des données sur le microbiote intestinal et des liens entre la santé et les maladies. Finalement, ce qu'on apprend petit à petit, c'est que notre microbiote intestinal est influencé par également notre génétique, bien sûr par les aspects alimentaires, par l'exposition aux microbes, et par certains traitements médicamenteux en particulier. Bon, les plus connus, bien sûr, ce sont les antibiotiques. Et donc, vraiment, il faut voir l'intestin et donc le microbiote comme un organe important qui permet probablement un équilibre entre la santé et les maladies. Ce qui est observé maintenant et de plus en plus, c'est que, notamment une étude très récente, là, il y a quelques semaines, montre également notre niveau d'activité physique peut influencer le profil de la flore intestinale et que, enfin, cette flore intestinale pourrait être perturbée, enfin, est perturbée dans différents types de pathologies, comme vous le voyez ici, non seulement les maladies métaboliques, mais certains cancers, les maladies inflammatoires intestinales ou même certaines allergies. Alors, je vais vous parler plus particulièrement de l'obésité et des maladies du corps et du métabolisme. Alors l'obésité, vous le savez certainement tous dans cette audience, c'est plusieurs maladies, des caractéristiques cliniques différentes et puis des causes multiples, à la fois bien sûr environnementales et biologiques. Et il y a eu beaucoup de travaux, des progrès quand même assez considérables ces dernières années sur la génétique de l'obésité, les altérations des tissus, des organes comme le tissu adipeux, le foie, le cœur, le muscle. Et puis, bien sûr, c'est un dialogue bidirectionnel permanent entre nos modes de vie et puis notre biologie. L'autre point, c'est vraiment le rôle de la flore intestinale, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui doit être vu comme un organe de lien entre l'extérieur et l'intérieur et notre biologie. Et je vais vous parler également de la diversité en fait, de cette flore intestinale. Premier point, c'est ce qui a été montré également, donc je vais parler beaucoup en fait, des expériences bien sûr de séquençage en fait, de l'ADN bactérien, parce que c'est une des approches, comme je vous l'ai dit, qui permettent d'étudier la flore intestinale et plus spécifiquement la diversité de la flore intestinale. La première chose, une des premières choses qui avait été montrée il y a quelque temps déjà, c'est le fait que si vous comparez justement la diversité de la flore intestinale d'une personne obèse à une personne non obèse, on voit qu'il y a une perte de diversité. Mais les données récentes ont montré également que c'était, comme d'habitude, un petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'au sein d'une population
finalement de sujets en surpoids ou obèses, finalement, il y avait des signatures différentes. Donc il y a des groupes de sujets qui ont finalement une diversité de la flore correcte. Et vous voyez que ici, ce qu'on voit ici, on compte les gènes bactériens, on voit en fait qu'il y a une perte de diversité chez certains. Donc ça, cette étude était faite dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle METAIT et qui était coordonné par Duško Erliš. Et on a travaillé en fait en lien avec ce programme à partir d'une étude chez des patients en surpoids et obèses, vous voyez l'étude Microbes ici. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'était une 50aine de personnes. Et ça nous a quand même surpris, parce qu'on s'est dit, mais peut-être qu'avec 50 personnes, on ne verra pas grand-chose, puisque c'est quand même un nombre de personnes limité comparé en fait à ces personnes ici. Vous voyez, près de 300 personnes qui sont suivies depuis des années au Danemark. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, vous voyez cette distribution ici à deux modes, il y avait des sujets dans notre population qui avaient un appauvrissement de la flore intestinale. Et comment cet appauvrissement était mesuré? Encore une fois, par le comptage des gènes bactériens qu'on obtient en fait après le séquençage de la flore intestinale. Alors, la première question, c'est est-ce que finalement cet appauvrissement de la flore intestinale est associé à des traits cliniques particuliers qu'on voit chez des personnes en surpoids et obèses? Donc la réponse est oui, et en fait, en comparant les personnes qui avaient un appauvrissement des gènes bactériens de ceux qui avaient une flore riche, on voyait qu'il y avait une augmentation de la masse grasse, de paramètres liés à la résistance à l'insuline, une augmentation des taux de lipides dans le sang, et ces personnes avaient un phénotype qu'on appelle d'inflammation bas grade plus important. Ça, c'est une des particularités des maladies métaboliques, obésité, diabète, dans lequel il y a un niveau d'inflammation, de protéines inflammatoires dans le sang, mais aussi dans les tissus, qui est plus élevé, et donc également sur le long terme. L'autre point, c'est que ces personnes qui avaient un appauvrissement finalement de la flore intestinale avaient également des particularités dans les groupes bactériens. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici, c'est que les gens qui avaient un faible comptage de gènes, donc une flore pauvre, avaient également plus de bactéries qui ont des propriétés pro-inflammatoires. En revanche, ceux qui avaient une flore riche pouvaient être caractérisés, vous voyez, par ces signatures ici, par des groupes bactériens aux propriétés plutôt anti-inflammatoires. Alors ça, c'est des pistes importantes parce qu'on peut distinguer, en fait, par des approches peut-être un peu ciblées, les gens qui ont un appauvrissement de la flore intestinale et d'autres qui ont une flore riche. Alors ce que je voudrais aborder avec vous, au fond, c'est est-ce qu'on peut modifier cette diversité de la flore intestinale ? Puisqu'on voit qu'on regarde dans des populations, il y a des personnes qui ont cet appauvrissement en fait, dans de la flore. Donc quel type de modèle permettrait d'améliorer la diversité de la flore intestinale? Et je vais vous montrer deux exemples un peu extrêmes, qui est celui de la chirurgie bariatrique qui est réservée aux personnes très obèses, et puis celle d'une manipulation nutritionnelle, d'une intervention diététique. Alors la chirurgie bariatrique, ça représente actuellement 40 000 personnes opérées en France. Ce n'est pas négligeable, c'est réservé aux formes les plus sévères. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et vous savez qu'il y a des interventions qui sont purement restrictives ici, comme l'anneau ou la sleeve. On fait un manchon gastrique. Et puis, une des interventions les plus couramment utilisées, qui est le bypass. En fait, vous voyez qu'en fait, on réduit la poche, ou plutôt le chirurgien réduit la poche de l'estomac et va mettre une lance intestinale ici en haut de l'estomac, si bien qu'on crée à la fois une restriction alimentaire et une malabsorption. Alors c'est un modèle également, donc les patients qui ont ce type d'intervention perdent beaucoup de poids et également améliorent leur risque cardio-métabolique et également leur inflammation. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dès les premières semaines après ce type d'intervention, par exemple les personnes diabétiques vont améliorer très rapidement leur diabète. Certains même résolvent leur diabète. Et donc on essaie de comprendre ça au niveau recherche, c'est un modèle pour la recherche. Comment se fait-il qu'on touche à l'intestin et que très très rapidement il y a une amélioration métabolique et du diabète? Modèle pour la recherche, la question qu'on peut donc se poser,
c'est au fond, quelles sont les modifications les plus importantes qui sont associées en fait à ces améliorations métaboliques et inflammatoires. Donc ce que nous avons fait il y a quelque temps déjà, c'est qu'on a suivi en fait des sujets avec ces obésités très sévères avant et après un bypass. Et donc, les personnes sont suivies régulièrement. Vous voyez, ils viennent finalement très tôt après l'intervention, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, et puis tous les ans. On regarde les modifications alimentaires, on regarde leur phénotype, lipides, glycémie, insuline, on regarde leur tissu adipeux également, et puis on a étudié également le microbiote intestinal. D'ailleurs, je dois dire que cette étude avait été impulsée il y a quelques années par Gérard Cortier, qui était venu nous voir en nous disant « mais pourquoi on ne peut pas regarder quelques espèces bactériennes spécifiques ?» Et par une étude au départ un peu ciblée, on avait vu qu'effectivement, il y avait des modifications de certains groupes bactériens. Et donc, on a étendu cette étude et on a regardé de façon plus large les modifications des groupes bactériens. Alors, quand on fait effectivement ce type d'intervention aux patients, vous voyez, donc ça, c'est des réponses qui sont bien connues maintenant. Bien sûr, les gens diminuent leur prise alimentaire de façon très importante. Ils améliorent un certain nombre de choses comme le poids, la leptine et puis la glycémie et l'inflammation, ici mesurée par le niveau de CRP. Donc, ils ont une amélioration métabolique et inflammatoire. Première observation, quand on regarde la richesse bactérienne avant et après, on voit que très vite après l'intervention, il y a en fait une amélioration du nombre de gènes, ce qui traduit une amélioration de la richesse du microbiote intestinal, au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois après l'intervention. Donc ça, c'était une première observation qui était un peu peut-être surprenante au départ. Et puis, quand on va un petit peu plus loin sur les groupes bactériens, on s'aperçoit qu'on peut très bien distinguer les gens avant l'intervention et après l'intervention. Donc vous voyez que ici, certaines bactéries, certains groupes bactériens augmentent après l'intervention. Donc les ronds colorés ici, en fait, c'est le avant et après. Donc certains groupes augmentent et puis d'autres, en fait, diminuent après l'intervention. Donc en fait, la chirurgie bariatrique, clairement, modifie la composition du microbiote intestinal. L'autre point, c'est qu'on est allé regarder ensuite, je ne vais pas détailler trop en fait ce travail-là, mais on est allé regarder les relations entre les modifications des groupes bactériens et certaines particularités du phénotype des personnes obèses. Et en fait, on a vu qu'on était capable de mettre en relation l'amélioration des groupes bactériens avec l'amélioration de la glycémie, l'amélioration des taux de lipides, les modifications du poids. Et que certaines de ces associations dépendaient de l'alimentation et d'autres n'étaient pas complètement en relation avec les modifications alimentaires. Qui dit biologie de l'autre, quand on pense à l'obésité, on pense également au tissu adipeux. On sait que le tissu adipeux, depuis pas mal d'années maintenant, ce n'est pas qu'un sac qui se remplit de graisse, c'est également une glande endocrine très active qui parle avec le cerveau, le foie, le muscle. Et en fait, on a vu également par ces études d'association qu'il y avait des relations entre certains groupes bactériens et des gènes également du tissu adipeux. Donc on est en train d'essayer d'explorer un petit peu de façon plus fine quel groupe bactérien s'associe à quelle fonction biologique du tissu adipeux ou à quel gène en fait du tissu adipeux. Alors vous allez me dire, bon ok, ce sont des études chez l'homme, et corrélation ne veut pas dire causalité. Et vous aurez raison, et effectivement, et c'est particulièrement vrai dans la chirurgie bariatrique, où il y a plein de raisons pour voir des modifications du microbiote intestinal. En effet, chez ces personnes donc, qui ont un bypass gastrique, bien sûr, il y a des modifications alimentaires, et pas seulement sur la quantité alimentaire, mais également sur la qualité en fait, alimentaire, également, et même sur les comportements, même on fait ces travaux-là avec une équipe à l'INSEAD, même la façon dont les gens vont estimer, par exemple, les portions, vont estimer les calories. Donc il y a beaucoup de modifications après chirurgie bariatrique. Vous voyez, quand on a également ce type d'intervention, il y a des changements de pH, puisque en fait, on coupe une partie de l'estomac. Dans le pH, on sait, et les microbiologistes savent bien, que ça modifie également les croissances bactériennes. Il y a des changements également de la motilité intestinale.
des modifications des acides biliaires, également des modifications des incrétines, avec des changements en fait, de la sécrétion de certaines incrétines. Eh bien, tous ces facteurs-là sont des candidats en fait, aux modifications finalement, de la flore intestinale, également aux modifications des changements finalement, microbiote et biologie de l'hôte. Donc ça, ce sont des travaux qu'on mène actuellement qui visent à essayer de comprendre en fait, toutes ces modifications et en quoi finalement des modifications de la flore intestinale sont importantes dans l'amélioration métabolique et inflammatoire des patients après chirurgie bariatrique. Alors, corrélation ne veut pas dire causalité, c'est vrai, et donc c'est pour ça que dans ces cas-là, les modèles animaux sont particulièrement intéressants, et ça, c'est une des premières études de transfert de flore. Alors, on est capable, chez la souris, on est capable, effectivement, les équipes, vous voyez cette équipe américaine, ce qu'ils ont fait, ils ont fait en fait une sorte de bypass chez la souris, ils ont pris le microbiote après le bypass et ont transféré chez des souris obèses. Et en fait, ils s'aperçoivent que par ce transfert de microbiote chez les animaux après bypass, on est capable, enfin ils étaient capables de voir en fait des améliorations, en particulier du poids, chez les animaux obèses. Et donc là aussi, ce sont des modèles intéressants pour la recherche. Alors, quid des interventions diététiques et du régime, cette fois dans un modèle un peu moins extrême que la chirurgie bariatrique, qui est une intervention diététique. Donc c'est ce qu'on a mené en fait à la Pitié-Salpêtrière, donc chez des patients de l'étude Microbes, qui était une étude ANR, dont l'ensemble du programme a été coordonné par Joël Doré. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a suivi donc, une cinquantaine, 49 et plus précisément, sujets en surpoids et obèses. Et ce qu'on leur a proposé, c'est une alimentation restrictive pendant 6 semaines, dans lequel elle avait ça de particulier, c'est que c'était non seulement une restriction alimentaire, mais il y avait un enrichissement en protéines, en hydrates de carbone à faible index glycémique et également en fibres. Donc, une perte de poids, l'objectif était d'obtenir une perte de poids pendant 6 semaines avec une phase de maintien de poids. Et donc, ces personnes sont venues à plusieurs reprises. Il y a eu des enquêtes diététiques assez répétées. Et puis des études de phénotype également détaillées, et bien sûr l'étude de la flore intestinale. Alors bon, quand vous faites ce type d'intervention, bien sûr il y a une diminution des apports, c'est l'objectif, une perte de masse grasse, une diminution de la taille des cellules adipeuses, vous voyez une amélioration des paramètres lipidiques, également de facteurs de résistance à l'insuline et puis d'inflammation bas grade. Alors premier élément, ce qu'on a voulu savoir en regardant plus précisément leurs modes alimentaires, c'est qu'on a fait une première observation avant l'intervention diététique, donc avant le régime, c'est que finalement on était capable, par des techniques de regroupement, si vous voulez, de variables, on est capable de faire des groupes de sujets, donc de clusteriser ces sujets, et vous voyez qu'il y avait un groupe 1 qui se caractérisait par, c'est en anglais, mais par des consommations de chips et d'alimentation plutôt glucidique, enfin de boissons glucidiques. Et puis, le groupe 3, il se caractérisait plus par une consommation, vous voyez, de soupe, de fruits et légumes. Et le groupe 2, il était un peu intermédiaire avec une consommation de yaourt. Donc on était capable comme ça, par l'étude finalement des groupes alimentaires, de séparer en 3 groupes les sujets. Donc finalement on peut se dire, si on va du 1 au 3, on va de l'alimentation finalement moins saine à plus saine dans ce sens-là. Est-ce que c'est déjà avant l'intervention, ça avait des impacts sur la richesse bactérienne intestinale? Mais on le voit ici, finalement d'emblée, le groupe 3 en vert se caractérisait par un plus grand comptage de gènes. Donc ça veut dire qu'il y avait une flore plus diverse et plus riche déjà d'emblée, alors que ces sujets avaient également, et vous voyez ici, ça c'est un facteur qui s'appelle le CD14 soluble, qui est un des facteurs de liaison lipopolysaccharide bactérien. En fait, ils avaient une inflammation bas grade également moins importante. Alors on est allé plus loin et je vous avais donné un premier élément déjà, encore une fois, avant l'intervention. En fait, ces sujets-là avaient, finalement, il y avait 2 groupes, dont un qui se caractérisait par un appauvrissement de la flore bactérienne intestinale.
Eh bien, après l'intervention, vous voyez, on voit bien, finalement, l'intervention a bénéficié aux personnes qui avaient un faible comptage de gènes avant l'intervention, et il y avait un enrichissement de la flore intestinale d'environ 30%, 6 semaines après l'intervention, avec une phase qui était assez courte, 6 semaines, qui était une phase de... Et puis ensuite, il y avait une phase à peu près de stabilisation. Donc finalement, un régime améliore la richesse en fait, du microbiote intestinal, ou en tout cas ce régime particulier. L'autre point, c'était, je vous l'avais dit, c'est que les sujets qui avaient déjà un comptage de gènes plus bas avaient plutôt des paramètres de syndrome d'altération métabolique plus marqués. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'ils sont ici en blanc. Vous voyez qu'ils restent toujours au-dessus lors finalement de la phase d'intervention diététique. Finalement, ils améliorent un peu moins bien leurs paramètres liés à la résistance à l'insuline. Ils restent un peu au-dessus pour les triglycérides et également pour la CRP, donc ce facteur d'inflammation bas grade. Donc finalement, il semble effectivement que bien qu'ils avaient une amélioration de leur richesse bactérienne intestinale, d'ailleurs ils n'atteignaient pas ceux qui avaient un plus fort comptage de gènes, en fait ils amélioraient un peu moins bien leurs paramètres métaboliques et inflammatoires. Alors on continue à travailler pour essayer de mieux comprendre les relations, ça c'est juste un exemple. Vous voyez que par exemple, on voit que certains groupes bactériens ici, les Ruminococcus, en fait sont associés ici à certaines catégories finalement aux apports caloriques et également à certains nutriments. Alors, et ici, associé à l'inflammation bas grade, que vous ne voyez peut-être pas, mais c'est l'interleukine 6 qui est également un peu augmenté chez les personnes obèses ou en surpoids. Un autre groupe ici, vous voyez, on s'aperçoit qu'il est associé aux consommations des lipides alimentaires, également à certaines particularités phénotypiques comme le poids ou la masse grasse ici. Donc on essaie petit à petit finalement de disséquer ces relations entre des groupes bactériens intestinaux, les phénotypes métaboliques et inflammatoires, et en fait aussi de regarder si finalement ça dépend des consommations alimentaires ou pas. Parce que ce qu'il faut aussi, ce qu'on a tendance à raisonner quand on parle microbiote, sur environnement, microbiote, biologie de l'hôte. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que c'est vraiment un dialogue bidirectionnel. C'est que notre biologie peut également influencer notre microbiote. Alors, finalement, tout ça, c'est aussi un écosystème. Finalement, on a tendance à se dire, mais quel est le suspect? Ou quels sont les groupes de suspects? Mais souvent, dans les systèmes, il n'y a pas qu'un suspect. Ça intervient dans un environnement et dans un écosystème. Et je vais vous montrer un exemple de comment ces interactions peuvent être étudiées, peuvent être appréhendées. C'est l'exemple de cette bactérie qui s'appelle Archemantia mucinifila, qui est un groupe bactérien qui est finalement une bactérie qui intervient dans la dégradation du mucus. Très important le mucus, donc il y a l'intestin, le mucus et puis les bactéries. Et donc on en trouve beaucoup dans le côlon et elle conduit à les produits de dégradation du mucus sont les acides gras à chaîne courte que vous voyez ici, les acides aminés, certaines vitamines. Alors je vous ai dit oui, on en retrouve pas mal dans le côlon et cette bactérie elle est vraiment ici à l'interface entre l'épithélium et le mucus. Et donc, le mucus, il est plus ou moins, je dirais, serré. Et donc, il va y avoir des échanges, enfin, il joue un rôle très, très important sur le dialogue bactérie-intestin. Alors, Archemantia mucinifila, c'est devenu une vedette ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'elle pouvait jouer un rôle dans le maintien de l'homéostasie du glucose. Et donc, un collègue belge, Patrice Cagny, a montré qu'on pouvait, en fait, manipuler, si vous voulez, Archemantia mucinifila chez des souris et que finalement, si on leur donnait cette bactérie, elles amélioraient plutôt leur profil métabolique et également l'insulinorésistance. L'abondance également de cette bactérie est reliée aux maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn. Donc finalement, plus elle est diminuée, plus il y a de risques en fait, d'inflammation intestinale. Alors, au laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mesuré. On a eu une approche ciblée pour regarder l'abondance Archemantia mucinifila chez notre groupe de patients
en surpoids et obèses de l'étude ANR Microbes dont je viens de vous parler. Et comme on le voit souvent, finalement, il y avait un groupe de personnes qui avaient plutôt une abondance élevée en Archemantia mucinifila. Et vous voyez que, bon, première analyse comme ça, exploratoire un petit peu, on s'aperçoit que ces personnes ont un tour de taille, merci, plus bas que des personnes qui ont un taux de Archemantia mucinifila plus bas. Donc en fait, il semble qu'il y avoir une relation peut-être avec la composition corporelle. Autre piste, c'est que ces personnes-là également qui ont plus d'Archemantia ont également une taille adipocytaire plus petite. Et ce qu'on connaît depuis pas mal d'années déjà, c'est que la taille adipocytaire est aussi en lien avec les paramètres métaboliques. Finalement, les gros adipocytes gorgés de triglycérides sont plutôt plus pro-inflammatoires, et d'ailleurs certaines équipes ont montré que c'était un facteur de risque pour le développement ultérieur de diabète. Donc c'est un phénotype qu'on mesure en fait très très fréquemment. Bon, donc il y a des personnes avec beaucoup d'Archemantia et d'autres moins. Autre point, paramètres liés à la résistance à l'insuline. Donc on s'aperçoit également, quand on regarde ceux qui ont un taux d'Archemantia plus élevé, vous voyez que bon, elles ont un niveau de glycémie un petit peu plus bas, également pareil pour l'insuline, et puis des paramètres, ça dépend en fait des facteurs de mesure, vous voyez, de résistance à l'insuline également plus bas. Donc il semble que ces gens ont des index de sensibilité à l'insuline meilleurs. Et puis on a fait comme ça des corrélations, notamment ici avec le niveau de glycémie. Je vais passer ici. Qu'est-ce qui se passe lors de la cinétique? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, finalement, ceux qui ont un taux d'Archemantia mucinifila plus élevé ont également, au cours du temps, lors de l'intervention diététique, une meilleure amélioration à chaque fois, en particulier dans la phase de restriction calorique, une meilleure amélioration de la sensibilité à l'insuline, comme le HOMA ou le changement de Quicky ou un autre index, qui est un index également qui s'appelle l'index Macaulay, en fait, si vous voulez, qui est un index dans lequel on combine la glycémie, le glucose et les triglycérides, et aussi les acides gras libres. Donc tout ça, ça nous donne un petit peu, effectivement, certaines pistes, peut-être sur le rôle d'Archemantia mucinifila. Mais ce qui nous a intéressés, c'était de dire, mais oui, Archemantia, elle n'est pas toute seule. Elle est dans un ensemble et un écosystème. Et en fait, ces personnes-là, il y a des gens qui ont un faible comptage de gènes bactériens et d'autres un fort comptage de gènes bactériens. Donc est-ce que finalement cette interaction entre l'appauvrissement de la flore intestinale, cet écosystème appauvri, et une bactérie spécifique fait quelque chose sur les phénotypes et en particulier les facteurs de risque cardio-métaboliques? Et en fait, c'est ce qu'on a approché ici. Et ce que vous voyez ici, vous voyez, il y a 4 catégories. Il y a des gens qui ont un faible comptage de gènes, avec ou pas Archemantia élevé ou bas. Donc comme ça, on peut faire des combinatoires. Et en fait, on s'est aperçu ici, vous voyez, c'est particulièrement vrai pour le taux de triglycérides, que des gens qui avaient finalement le groupe d'augmentation de la diversité bactérienne intestinale, ce qu'on a appelé high gene count en anglais, et un taux élevé d'Archemantia, vous voyez qu'ils ont des taux de triglycérides bien plus diminués que ceux qui ont plutôt un faible comptage de gènes, low gene count, et une diminution d'Archemantia mucinifila. Donc ça, c'est une illustration en fait des interactions et aussi, je pense, de la difficulté d'aborder en fait la flore intestinale quand on regarde en fait juste un groupe bactérien. Il faut repenser en fait que effectivement, il y a une intervention globale de l'écosystème. Donc vous voyez que c'est peut-être moins net pour certains groupes. Ici, c'est la glycémie. Ici, c'est la graisse androïde. Vous voyez que dans ce groupe-là, elle est plus basse en fait qu'ici. Donc en fait, on continue à explorer ces interactions, en particulier chez ce groupe de sujets et d'autres. Alors comment ça peut marcher tout ça? Ben, effectivement, c'est une des grandes questions, et en particulier chez l'homme, il y a beaucoup de pistes sur finalement le dialogue entre la flore intestinale et notre biologie. Et donc parmi les pistes qui pourraient faire le lien, il y a celle des métabolites bactériens, bien sûr les acides gras à chaîne courte, certains composés comme le TMAO, je vais revenir dans une minute, qui est montré comme un facteur de risque cardio-métabolique,
certains autres facteurs ici comme l'hypurate et probablement d'autres, et puis des composants bactériens, bien sûr le LPS, qui est actuellement beaucoup discuté, et puis d'autres comme des lipides structuraux. Il y a des particularités. Par exemple, récemment, on a étudié certaines espèces phospholipidiques et on s'est aperçu qu'on trouvait dans le sang des personnes en fait, des phospholipides issus de la paroi en fait, des bactéries. Donc ça, ce sont des pistes, encore une fois, qui permettent d'approcher en fait, le dialogue entre la flore intestinale et puis notre biologie. Puis l'autre point, qui est également beaucoup discuté, encore une fois, montré chez l'animal, mais pas encore clair chez l'homme, et en particulier dans les maladies métaboliques, c'est est-ce que finalement il y a une perméabilité intestinale qui permet en fait un passage éventuellement plus favorable de certains métabolites bactériens. Donc on a également des techniques pour mesurer in vivo donc la perméabilité bactérienne intestinale. C'est ce qu'on fait actuellement dans le modèle par exemple de chirurgie bariatrique. Alors évidemment les candidats, plusieurs équipes cherchent à les étudier. Ce qui a été bien identifié, et qui est une des pistes, c'est le LPS, ou plutôt les LPS, parce que le lipopolysaccharide bactérien, c'est en fait une grande famille qui, effectivement, dont il est proposé qu'il pourrait jouer un rôle dans l'inflammation bas grade identifiée dans l'obésité et le diabète, et puis faire les liens avec les altérations tissulaires rencontrées dans l'obésité. Alors, quelles sont-elles ces altérations tissulaires? On sait maintenant, et mon équipe travaille beaucoup en fait, dans ce domaine, qu'il existe une inflammation dans le tissu adipeux, présence de cellules immuno-inflammatoires, des macrophages, des lymphocytes qui vont infiltrer le tissu adipeux chez des personnes obèses. On sait qu'il existe des modifications bien sûr musculaires, il y a de l'inflammation musculaire également, ça joue un rôle probablement dans les changements de sensibilité à l'insuline. Et puis on sait qu'il y a des altérations également hépatiques, hein, le stéatose hépatique, ou foie gras hein, si vous voulez, dans lequel cela contribue également au changement de sensibilité à l'insuline. Et donc l'idée c'est de travailler vraiment sur ces composants issus de la flore intestinale qui pourraient aller altérer en fait la biologie tissulaire et cellulaire. Donc ça, c'est la dimension inflammatoire. L'autre aspect, ce sont les métabolites bactériens. Alors là aussi, récemment, ce qui a été montré, c'est que vous voyez, les consommations, notamment de certains composés ici carnés et de phosphatidylcholine, enfin le métabolisme de la choline, peut contribuer à la production d'un facteur qui s'appelle le TMAO. Il a été montré que le TMAO pouvait être un facteur de risque de maladie cardiaque, en particulier d'infarctus du myocarde. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que ce sont des associations, encore une fois, qui sont montrées, mais que le TMA-TMAO, la biologie chez l'homme, on ne sait pas encore très bien. Et il a été notamment, on est capable de le doser, en fait, le TMA et aussi le TMAO, et on a vu, par exemple, chez les personnes obèses, le TMA-TMAO était plutôt un petit peu plus bas. Donc vous voyez, là aussi, c'est un peu discordant. Donc on doit travailler pour comprendre non seulement si c'est un facteur de risque vraiment important, et surtout quel est l'effet biologique de ce métabolique bactérien sur les altérations tissulaires et cellulaires qu'on voit en fait dans les maladies métaboliques. Ce que je viens de vous expliquer, modification du tissu adipeux, modification immuno-inflammatoire. Alors, on peut faire un pas de plus qui est, on a parlé beaucoup des maladies métaboliques, obésité, diabète, donc quid des affections cardiaques, hein, donc obésité, diabète sont des maladies intimement liées et qui sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est ce qu'on aborde en fait dans ce projet européen qui s'appelle Métacardis, donc que je coordonne en fait à l'INSERM, et l'idée c'est de regarder effectivement le rôle en fait de la flore bactérienne intestinale dans la progression des maladies du cœur et du métabolisme. Alors, comme je viens de vous le dire, vous savez que ce sont des maladies intimement liées, et puis cela fait appel vraiment à une progression sur la durée en fait, de ces pathologies. Au fond, on a des facteurs de prédisposition, nos modes de vie, notre génétique, ça évolue dans le temps, on peut voir apparaître certains facteurs de risque,
dont l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies des lipides, et puis on peut évoluer vers certaines pathologies cardiovasculaires. Mais vous savez aussi que c'est quelque chose sur le long terme, et puis certaines personnes développent ces complications et d'autres pas. Et donc, ces dernières années, il y a vraiment des tentatives, finalement, de décloisonner l'approche, en fait, de ces pathologies cardiométaboliques. Et donc, effectivement, on peut se dire, bon, on a une situation, on n'a pas de pathologie, puis petit à petit, on voit apparaître certains événements. Si on cite l'exemple de l'infarctus du myocarde, c'est un événement aigu, on soigne beaucoup mieux maintenant l'infarctus du myocarde, mais une des difficultés, c'est que beaucoup de ces pathologies évoluent vers la chronicisation. Donc, on se dit, mais au fond, il faut pouvoir peut-être identifier de nouveaux facteurs de risque et mieux prédire, en fait, peut-être l'évolution de ces maladies. Puis un point très important, c'est que, bon, quand on parle, vous le savez bien, de l'obésité, du diabète, ce sont des termes génériques, et en fait, il y a une grande hétérogénéité en fait, de phénotypes cliniques associés à ces termes génériques. Donc l'une des questions, c'est que est-ce que ces approches qu'on appelle haut débit, finalement la métagénomique, l'étude des gènes bactériens en fait partie, est-ce que ça peut être utile dans le futur pour mieux finalement comprendre, on dit stratifier, en fait ces pathologies. Donc c'est un enjeu en fait du programme européen Métacardis, qui est d'identifier des marqueurs et des prédicteurs de l'évolution de ces pathologies, peut-être de mieux classifier ces différents stades de progression et bien sûr d'identifier de nouveaux traitements. Alors ce qu'on fait en fait dans ce programme, c'est qu'on a environ 2000 patients qui vont être recrutés en Europe, plus spécifiquement donc, à Paris, au Danemark et en Allemagne. Et donc on étudie beaucoup de choses, leur consommation alimentaire, l'activité physique, le lieu où ils vivent. On fait des mesures, bien sûr, de phénotypage avancé nutritionnel, comme la mesure bien sûr, de composition corporelle, la dépense énergétique, on évolue leur comorbidité, et puis on mène ces approches omiques, étude du métagénome bactérien, étude des lipides, et également de certains métabolites produits par les bactéries, et puis des études également cellulaires. Donc en fait, ça, c'est un exemple de ce qui est mené actuellement, ce qu'on appelle la médecine des systèmes. Tout l'enjeu, en fond, c'est de combiner différents types d'informations. Donc c'est combiner les données qui viennent de notre environnement, de notre biologie habituelle, et ces données au débit issues des omiques. En fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans en tant que médecin, c'est de savoir si dans 5 à 10 ans, on sera capable d'utiliser cette connaissance issue des approches au débit pour mieux orienter la prise en charge et mieux prendre en charge les patients. Et pour l'instant, au fond, en fait, on sait bien qu'on est capable de produire beaucoup d'informations, mais le retour à la personne, enfin, en tant que médecin, ce qui m'intéresse, c'est le retour à la personne, on n'y est pas encore. Donc, en fait, il y a des enjeux, vous voyez, de traitement en fait, de l'information qui sont considérables sur l'environnement et puis les données issues de la biologie, justement pour mieux stratifier, catégoriser les phénotypes. C'est un vrai enjeu actuellement, finalement, dans pas mal de pathologies. Dernier point, peut-être qu'on va l'aborder dans les discussions, quid en fait des transferts de flore, et est-ce qu'on peut espérer finalement un effet bénéfique? Alors vous avez peut-être entendu que dans certaines maladies inflammatoires intestinales comme Clostridium difficile, ça a l'air de donner des résultats intéressants, mais c'est des cas un petit peu extrêmes. Dans les maladies métaboliques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour l'instant, il faut être prudent, je pense. Il y a effectivement cette étude ici qui a été réalisée chez des personnes diabétiques, une dizaine de personnes diabétiques qui ont reçu soit leur propre flore, soit la flore de personnes non diabétiques. Et ce cette équipe a vu au bout de 6 semaines, c'est que certaines des personnes amélioraient. Bon, vous voyez, hein, c'est des données individuelles ici, donc on voit qu'il y a d'abord des grandes variations dans les réponses, mais en tout cas, certaines amélioraient leur sensibilité à l'insuline. Donc ce sont des pistes, bien sûr, pour comprendre des mécanismes, mais peut-être aussi des pistes de réflexion pour l'avenir. Donc, encore une fois, là, on est vraiment à l'état de recherche. Il faut être extrêmement prudent, en fait, dans ces approches. En fait, on transfère beaucoup de choses. On transfère un écosystème. Et donc, là aussi, il y a des réflexions à avoir probablement là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce que je voulais vous dire sur cette diapositive de conclusion, c'est que dans ces aventures, c'est ce qui est intéressant dans cette diapositive où vous voyez des photos, en fait, de personnes,
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment cette multidisciplinarité dans laquelle il y a des cliniciens, il y a des gens qui s'intéressent à la nutrition, il y a des immunologistes, il y a des microbiologistes, et il y a et notamment nos collègues proches à l'INRA, avec lesquels on a vraiment développé cet axe autour de l'étude du microbiote. Et donc, je pense qu'un des enjeux futurs dans ce domaine et comme d'autres, c'est vraiment de décloisonner les disciplines. C'est pas facile, parce que ce sont des gens avec des cultures différentes, qui ont la façon d'appréhender différemment les enjeux et les questions, mais là où on se rejoint, c'est sur ces questions de recherche, et ça, c'est formidable. Je vous remercie. Pour répondre à Faecalobacterium progniesi, ça reste, donc ça fait partie en fait de ces bactéries aux propriétés anti-inflammatoires qui avaient été montrées par les équipes chez vous donc comme étant diminuées chez des patients qui ont une inflammation intestinale et qu'on a trouvé également diminuées d'ailleurs chez les patients diabétiques et qu'on trouve associées en fait au phénotype dans la cinétique, qu'on trouve également associé au phénotype inflammatoire. Alors évidemment, comme on a une nouvelle vedette qui est AKK, on travaille actuellement là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette interaction finalement entre un type particulier et l'ensemble en fait. C'est vrai que du coup, avoir accès aux données métagénomiques, c'est assez intéressant. Pour bactéries et cancers, oui, il y a des données qui commencent à arriver pas mal sur cancer colique. Avec des collègues, je crois, de Créteil. Et donc là, on va voir des choses arriver vraiment. Il y a un papier qui a été publié également sur l'interaction aussi bactéries, phénomènes immuno-inflammatoires et cancer. Donc les relations, finalement, sur les aspects immunité sont aussi probablement très importants. Mais bon, c'est en train d'arriver. Donc la réponse, oui, il y a certainement... Alors, des profils spécifiques associés à certains types de cancers, on n'est pas tout à fait là. La question, c'est, encore une fois, c'est observationnel. Donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui a l'air quand même, ce qu'on voit, enfin, en particulier les études d'Oushko sur vraiment le séquençage dans différentes pathologies, ce qui a l'air d'être un phénomène quand même un peu commun, c'est que cette perte de diversité, c'est ce qu'on retrouve quand même dans pas mal de maladies, soit les maladies hépatiques, bien sûr les maladies inflammatoires intestinales, les maladies métaboliques. Donc maintenant, si on renverse, l'autre chose, c'est le seuil. Enfin, finalement, quel est le seuil d'une bonne diversité voilà. Parce qu'en fait, on parle de diversité, on voit cette distribution bimodale, mais finalement, on pourrait raisonner en se disant, mais est-ce qu'il y a un seuil optimal d'une diversité intestinale correcte, en fait, qui permettrait, garante de bonne santé? Ben, je ne sais pas, parce qu'en fait, on a des données, par exemple, sur des gens qui ont certains niveaux élevés. Ce qui est intéressant dans l'étude microbes, c'est que si vous regardez la cinétique, finalement, ceux qui ont une diversité élevée, ben, ils ne bougent pas tellement. Donc est-ce que finalement, on ne gagne pas tellement chez ceux-là à vouloir moduler les choses? Voilà. Il y a un effet contextuel aussi. C'est-à-dire? La diversité, c'est un des éléments. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, ça c'est très important. En fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer là. C'est vraiment ce dialogue bidirectionnel, vraiment. Il ne faut vraiment pas voir ça comme environnement, modification de la flore, impact sur notre biologie. C'est en permanence, en fait, dans les deux sens. Ce qu'on fait aussi, je ne l'ai pas montré là, grâce au modèle de chirurgie bariatrique, en fait, on a accès au bout d'intestin des patients au moment où le chirurgien remet le morceau d'intestin au haut de l'estomac. En fait, on est allé un peu plus loin justement dans les populations immuno-inflammatoires qui sont vraiment à l'interface avec les bactéries. Et ça, c'est des choses probablement très très importantes. C'est les relations permanentes avec notre système immunitaire. Donc nous, on ne fait pas ce type d'études, mais effectivement, ces études sont réalisées par des équipes. L'allaitement quand on compare des enfants qui ont reçu un allaitement maternel ou pas, il y a des différences de composition du microbiote. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de la diversification alimentaire, etc., parce que je suis sûre que dans la salle, il y a des gens plus compétents que moi pour ça. Le point, c'est que c'est toujours la difficulté de ces études, en particulier chez l'homme, parce qu'en fait,
Enfin, en clair, hein, chez la souris, vous guérissez l'obésité, les maladies métaboliques en faisant du transfert de flore. Chez la souris, vous guérissez des souris d'autres maladies, diabète de type 1. Nos collègues qui travaillent dans le diabète de type 1, ils savent guérir les souris du diabète de type 1. La question, c'est, encore une fois, on fait des observations chez l'homme, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire pour la biologie et qu'est-ce que ça veut dire pour, vous citez les enfants, pour le futur de ces enfants? Pour l'instant, il y a des données, mais comme toutes les données avec des suivis épidémiologiques, il y a des données discordantes. Donc je crois que c'est trop tôt pour l'instant pour se prononcer là-dessus. Et finalement, toute la difficulté, ce que vous abordez, c'est est-ce qu'on peut translater ces observations vers la pratique courante. Moi, pour l'instant, je m'aborde pas sur ce terrain-là parce qu'on est trop tôt dans la compréhension des phénomènes. Et par exemple, si vous citez la diversité, on peut se dire, une femme obèse qui a un appauvrissement de la flore intestinale, elle va avoir des enfants, quel est l'impact? En fait, est-ce qu'elle va transmettre finalement d'emblée une flore pauvre? Puis cet enfant, il va recevoir des antibiotiques, et puis ça, peut-être de façon répétée, quel est l'impact de ces antibiotiques? Vous voyez, toutes ces questions, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Donc, à votre avis, c'est très modifiable. C'est modifiable, oui. Ouais. Ce qu'on peut dire, je pense, ce qu'on a vu dans ces associations, c'est que c'est vrai qu'on retombe sur des choses... Peut-être qu'on pouvait d'emblée appréhender, au fond, les consommations de fibres, de fruits et légumes, etc. Tout ça, on voit clairement ces associations avec la diversité. Oui, c'était attendu. Simplement, maintenant, on a des outils pour la mesurer. Donc, ce n'est pas vraiment fixe à la naissance. Non. Alors, non, d'ailleurs, ce que vous me dites me fait penser aux données, par exemple, de génétique. Ce qui est intéressant là, c'est que pendant des années, par exemple, dans l'obésité, nous avons travaillé sur les approches génétiques, les modifications de notre génome associées à l'obésité. En fait, on trouve plein de gènes différents, mutés, enfin, qui ont des changements associés à l'obésité. Mais on n'est pas capable actuellement, bien sûr, de moduler ces gènes, mais surtout pas de revenir à la personne, c'est-à-dire de s'en servir de cette information pour prendre en charge, prédire, etc. Ce qui est intéressant dans notre autre génome, c'est qu'on peut le moduler. Et ça, c'est un concept, parce qu'on est dans de l'interaction entre notre autre génome et notre propre génome. Et ça, je trouve que c'est un concept intéressant. Alors, bien sûr, donc ça, c'est l'approche épidémiologique, je dirais, habituelle. Et on est en train d'aller vers d'autres approches. Et là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les outils... Bon, l'épidémiologie, enfin, il y a sûrement des épidémiologistes dans cette salle, savent, voilà, on pose une hypothèse, on a en fait des combinaisons de variables et on essaie de répondre à cette hypothèse. Dans ce qui est en train d'arriver actuellement avec cette production de données, c'est qu'en fait, il faut d'autres outils. Parce que vous dites à un épidémiologiste, bon, écoute, traite-moi 8 millions de gènes, 120 paramètres environnementaux et 400 données cliniques. Enfin, j'ai à peine fini ma phrase qu'il est parti au bout de la rue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que par les outils usuels, on ne sait pas actuellement aborder par la statistique habituelle ces enjeux-là. Et donc, il faut d'autres approches. C'est ce qui est en train... Et donc, c'est aussi de la recherche. C'est-à-dire que globalement, actuellement, donc c'est ce qu'on appelle les approches multimodales. On a différents niveaux de connaissances. Et en fait, comment on les intègre, comment on les traite, et ensuite, comment on les intègre. Et on peut se dire, mais... Si on prend le microbiote, quel est le set minimal de gènes qui caractérise un appauvrissement, par exemple, bactérien? Et si on combine aussi l'alimentation, quelques paramètres biologiques, est-ce qu'on est capable de prédire une faible diversité? Voilà, vous voyez, c'est ces questions-là qui sont abordées actuellement. Mais on n'a pas encore complètement les outils de traitement bioinformatique pour faire ça. Donc ça dépasse la statistique et la statistique épidémiologique, absolument. Je pense que j'ai abordé cette question votre question dans une des réponses précédentes. Bien sûr, l'enjeu, c'est la translation vers le patient. Je pense qu'on n'y est pas encore totalement. Donc, il y a des enjeux qui sont d'aide à mieux, finalement, stratifier les phénotypes. Si on prend un patient obèse, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une grande hétérogénéité de phénotypes. Donc, la question, c'est est-ce que ces outils vont servir à un moment donné, vont être à un moment donné réintroduites dans notre prise en charge clinique. Donc c'est ça, enfin,
À ICANN, Institut de Cardio-Métabolisme et Nutrition, c'est exactement ça que nous faisons. C'est-à-dire que les personnes ont des circuits de prise en charge. Est-ce que dans 5 à 10 ans, on pourra introduire cette connaissance pour mieux orienter les prises en charge? J'ai parlé de la génétique, sauf dans des cas rares. Actuellement, l'étude du polymorphisme génétique ne nous permet pas de prendre en charge de façon différente en fait, certains patients. C'est vrai dans l'obésité, dans le diabète. Bon, il y a des choses sur certains types de diabète qui permettent peut-être d'orienter vers tel et tel traitement, mais ce n'est pas encore passé vers la prise en charge. Donc, enjeu de phénotype, et puis, par exemple, diversité élevée ou basse, est-ce que ça permettra de changer en fait, notre prise en charge? Donc, en fait, pour vous répondre, non, pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut être très prudent parce qu'on a encore beaucoup de choses à comprendre, et en particulier chez l'homme, avec les limites de l'exploration chez l'homme, hein, parce qu'on ne peut pas évidemment tout aborder pour des raisons évidentes, éthiques évidentes. Ce que je vous ai montré sur, ce qu'on abordait sur diversité alimentaire, fibres, fruits et légumes, etc., et diversité intestinale, bon, quelque part, c'est des choses qu'on connaît déjà. Hein, donc, simplement, on a des outils maintenant pour le mesurer. Donc, pour l'instant, non, pour l'instant, je serais prudente. Il faut voir ce que... On approche le métagénome, mais il y a d'autres, par exemple, omiques, qui sont maintenant à notre disposition, notamment qui sont utilisés pour rechercher des facteurs de risque, etc. Là aussi, il y a des pistes, mais encore une fois, le retour individuel, on n'en est pas encore là. En fait, si vous prenez le cancer, je pense que c'est un bon exemple, parce qu'on parle de médecine personnalisée dans le cancer. Et en fait, donc il y a des progrès considérables qui sont faits sur les tumeurs, sur l'utilisation des approches omiques. Et en fait, même dans ce domaine où ils sont le plus avancés sur la prise en charge personnalisée, on n'est pas encore à la généralisation d'une approche personnalisée du cancer partout, alors qu'ils sont les plus avancés sur l'étude des profils des tumeurs, à la fois les profils génomiques, mais également métabolomiques, etc. Vous voyez, donc en fait, tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant que réellement on puisse non seulement... c'est utilisé dans des grands centres, mais pas encore partout. Donc avant qu'il y ait vraiment une dissémination... ouais, ça se fait pas... alors, à chaque fois qu'on pose ces questions, on dit dans 5 à 10 ans, et puis 5 à 10 ans après, on dit dans 5 à 10 ans, donc je ne me prononcerai pas sur la durée. Ce que j'ai montré avec donc c'est un groupe américain hein, qui a effectivement transféré des selles d'animaux obèses à non obèses et fait ces différents types de transferts un peu dans tous les sens parce que c'est un des groupes pionniers en fait dans le domaine. Mais dans la dernière étude, cette dernière étude-là, effectivement, l'environnement nutritionnel était majeur. C'est-à-dire que s'ils mettaient, quand ils ont remis ensuite les souris qui avaient reçu la flore d'une personne obèse et celles qui avaient reçu la flore d'une personne mince, quand ils les ont remis ensemble, en fait, ils voyaient l'amélioration des souris obèses que s'il y avait un environnement nutritionnel favorable. Et s'ils leur donnaient une alimentation pauvre en graisse et riche en fibres. S'ils leur donnaient une alimentation riche en graisse et pauvre en fibres, l'inverse, il n'y avait pas d'amélioration du phénotype. Donc, ce n'est pas votre question? Non, ma question, c'est sur le... Ah, le comportement des animaux après le transfert. Voilà, sur l'acteur, la souris en tant qu'acteur. Oui, alors... Non, bien sûr. Du coup, on va manger moins pour maigrir ou c'est juste un changement de méthode? Alors, très bonne remarque. Et en fait, ça, c'est une des limites de certains travaux. C'est-à-dire que dans les premières expériences de transfert qui ont été faites, il n'y avait pas d'études très, très approfondies du comportement alimentaire des animaux après ces transferts. Donc, il y a eu des choses sur des consommations, etc., parce que ces équipes n'étaient pas réellement expertes dans ces aspects-là. Donc effectivement, là aussi, votre question est bien sûr pertinente, c'est qu'il faut aller plus loin, effectivement, parce que ce n'est pas que les consommations globales, évidemment, hein, c'est aussi les choix. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les choix alimentaires, parce que la souris, après ce transfert, va s'orienter vers tel ou tel type d'alimentation. Et là, je pense à une équipe en particulier qui est en Louisiane qui fait ça actuellement. Et pour l'instant, on ne sait pas. Là aussi, c'est une question de décloisonnement de discipline. Et c'est pour ça que c'est intéressant de combiner, en fait, d'avoir souvent des expertises multiples dans des aventures comme ça. Parce que, par exemple, les gens qui sont intéressés à ça, c'est les gens qui travaillent sur l'anxiété ou même l'autisme, qui ont travaillé sur des animaux avec des transferts de flore. Et typiquement, le niveau d'anxiété,
peut être modifié, en fait, si vous transférez différentes flores à des animaux. Elles vont se comporter différemment dans les petits labyrinthes, là, tout ça. Et donc c'est de là que sont parties ces études des relations intestin-cerveau. Donc là aussi. Mais sur ces aspects-là, finalement, Bernard Guigan a abordé cette question, c'est l'importance du phénotype clinique dans ces études-là. Et je pense que c'est une des forces, par exemple, en France, plus généralement en Europe, c'est d'être capable, justement, il y a vraiment des équipes qui font du phénotypage fin, en fait, multiniveau. Et ça, il faut garder ça. Enfin, c'est vraiment un patrimoine très important qu'on a. Alors, je ne vais pas répondre sur les couleurs. Il y a des gens qui peuvent répondre à ma place là-dessus. Mais par contre, ce point-là, il est fondamental. Pour moi, il y a un fossé considérable, vraiment considérable, entre les progrès de la recherche dans le domaine de l'obésité et des maladies métaboliques et la connaissance du public. C'est un vrai enjeu. On peut citer les études sur le tissu adipeux. On est en 2014, en fait, on fête les 20 ans de la découverte de la leptine. Ça a été pas le seul, mais un des aspects qui ont montré que le tissu adipeux, par exemple, c'était une vraie glande endocrine qui joue un rôle important dans notre métabolisme. Et maintenant, il y a tout un développement sur l'immunité, l'inflammation dans le tissu adipeux, une vraie recherche de très haut niveau. Et d'ailleurs, la France n'est pas en reste, en fait, dans ce domaine. Et une translation et une connaissance du public qui est pauvre. Et ça, c'est vraiment... Donc en fait, on est probablement aussi responsable parce qu'on ne communique pas assez peut-être sur ces découvertes. Et moi, je suis parfois sidérée effectivement de la simplification des messages, bon, qui ne sont probablement pas faciles, mais finalement on restreint l'obésité en clair au régime, hein. Enfin, c'est à peu près ça. Alors qu'il y a une vraie connaissance et pourquoi les gens résistent à la perte de poids, etc. On commence à avoir des pistes sur la biologie, mais il faut du temps. C'est une discipline jeune, hein, au fond, si on compare par exemple par rapport à la neurologie, où il y a une antériorité qui est liée à la progression épidémiologique, hein, mais... Donc là, il y a un vrai enjeu de communication des progrès de la recherche dans ce domaine, même si pour l'instant, il y a une application qui est un peu pauvre. Mais en fait, là, on met le doigt également sur la formation à la nutrition au sens large. La formation, c'est aussi la biologie, les dialogues interorganes, etc. Ce que je vous ai montré là, on parle de quoi? On parle de dialogue permanent entre les organes et de perturbation des signaux, et on parle de durée, on parle de progression des pathologies. Et à chaque stade de progression, probablement, il y a des mécanismes différents qui sont mis en jeu. C'est cette complexité-là qu'il faut appréhender. Et c'est clair qu'on ne peut pas avoir des réponses simples en disant bah, faites ci, tout ira bien, etc. Donc voilà, mais je n'irai pas sur le terrain après effectivement des politiques nutritionnelles, etc. Parce que là, il y a des gens plus compétents que moi pour répondre à ça. Pour répondre précisément sur appauvrissement, enrichissement, on ne sait pas pour l'instant. Ce qu'on a juste fait, c'est que chez des patients là, qui avaient participé à cette étude, on avait on avait des questionnaires un peu d'anxiété, mais qui ne sont pas forcément très précis. Donc il faudrait faire des études spécifiques pour ça, mais évidemment, c'est ce qui vient après. Je reprends l'exemple du bypass, parce que c'est un modèle, bien sûr, c'est réservé un peu aux formes extrêmes d'obésité, enfin c'est réservé aux formes extrêmes d'obésité, mais ce qu'on fait par exemple avec une équipe de recherche à l'INSEAD, c'est qu'on voit des personnes avant, après l'intervention bariatrique, donc le bypass, et on leur donne accès à des choix alimentaires. Et pas seulement aux choix alimentaires, mais également à l'estimation, par exemple, des portions, des coûts. C'est incroyable, le changement de l'aspect cognitif des gens avant-après. Moi, je ne croyais pas du tout en fait, à ça au départ. Hein. On a beaucoup discuté sur l'étude. Et donc, il y a des modifications de la façon dont vous appréhendez votre environnement, même dans lequel vous estimez les coûts des aliments en fonction de ce qu'on vous propose. Donc ça, on est vraiment dans le dialogue intestin-cerveau, ça c'est un exemple. Maintenant, comment le microbiote et ses modifications interviennent dans ces changements, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire.
Donc en fait, je n'ai pas encore la réponse. Et votre autre question, c'était... Par rapport aux hormones... Ah oui. Alors, bien sûr, ça entraîne des modifications. Il y a les incrétines qu'on connaît, hein, les GLP, etc. Mais il y a sûrement d'autres incrétines qu'on ne connaît pas. Un exemple, c'est quand on s'intéresse au bypass, on s'intéresse toujours à cette portion qui est exclue de l'absorption des aliments. Mais peut-être qu'il se passe des choses dans l'anse alimentaire qu'on n'appréhende pas du tout, en fait. Donc là aussi, autre piste pour la recherche. C'est une intervention qui est sérieuse, qui est encadrée. 40 000 interventions par an en France de chirurgie bariatrique. C'est pas rien. C'est à peu près, c'est plus que les États-Unis population, si on tient compte de la population. Donc ça doit être cadré. Il faut pas, enfin, et donc il y a toute une prise en charge qui est calibrée sur le territoire français. Malheureusement pas partout. Nous on est un des centres de référence à la Pitié-Salpêtrière, mais nécessairement il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement avant. On ne décide pas d'un bypass du jour au lendemain, et il y a un accompagnement après, et qui doit se faire, et là j'insiste sur la durée, parce qu'on fait une modification des fonctions digestives, et que voilà, il y a un suivi qui est absolument nécessaire. On a un recul de 25 à 30 ans grâce à des études internationales sur le bypass. Il y a d'autres types d'interventions comme la sleeve, où il doit y avoir ce suivi, c'est absolument indispensable. La Haute Autorité de Santé a bien mis en avant la nécessité du suivi des patients qui ont ce type d'intervention. Mais par contre, vous ne m'avez pas posé une question, donc je l'aborde, qui est fondamentale. C'est que je vous ai montré des changements tôt après la chirurgie bariatrique, et la question à poser, c'est est-ce que ça se maintient sur le long terme? Donc je vous donnerai la réponse si vous me réinvitez. C'était des aliments, c'était calibré. Les gens venaient chercher, donc si vous regardez l'article, en fait, on a fait en lien avec une société en fait, qui nous a calibré les aliments et les gens venaient chercher certains types d'aliments pour vraiment essayer de calibrer l'alimentation justement en fibres. Donc c'était dans les aliments pour être, par exemple sur l'inuline, il y avait en fait un enrichissement en inuline dans ce qui était proposé aux gens. Et après, il y avait effectivement d'autres aspects, bien sûr, de conseils sur fruits et légumes et tout ça. Donc, différents types de fibres. Et là aussi, c'est un monde. Et donc, il y a des vrais enjeux sur quelles fibres. Et l'impact, en fait, à l'INRA en particulier, il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus, et d'autres. Mais là, il y a des vraies questions autour des types de fibres qui peuvent être proposés. Ouais. La combinaison, c'était un enrichissement en protéines et en glucides, donc à faible index glycémique, mais bon, ça va aussi avec la notion de fibre. Mais voilà, mais je ne peux pas donner de données sur l'alimentation précise. On a un autre papier en fait en cours où on étudie un peu plus précisément justement les liens entre des groupes d'aliments et ces modifications de la flore. Donc là aussi, suite au prochain numéro. C'est ni de l'épidémiologie ni de la statistique. C'est qu'on a d'autres approches actuellement de combinaison il y a une approche statistique qui s'appelle les réseaux bayésiens, qui vient en fait de la combinaison de variables qui viennent de sources différentes. On part sans a priori et on regarde si ces combinaisons sont associées à ce qu'on veut regarder. Par exemple, appauvrissement de la flore versus flore riche. Et donc, la difficulté, c'est que le traitement de l'information progresse en même temps de la progression de la recherche sur les outils. Donc c'est ça l'enjeu actuel. Et ce n'est pas vrai dans le domaine biomédical. Ce que vous entendez dans les médias big data, en fait, c'est un des enjeux actuels pour tous les domaines. C'est que la production de l'information est considérable et on n'a pas encore complètement tous les outils pour traiter l'information. Et par exemple, l'environnement, quelle est la dimension des données environnementales ?
voyez, les gènes, 3 millions, 8 millions de gènes, 25 000 gènes, on a une notion d'échelle. L'environnement, enfin si quelqu'un dans la salle a une idée sur l'échelle des variables environnementales, est-ce que c'est de la centaine de variables, du millier ou de la dizaine de milliers? Et donc ça, c'est important en fait, d'avoir ces différents, ne serait-ce que l'échelle, et en fait la combinaison de chaque catégorie, c'est un vrai enjeu actuel. Et là, si j'avais vraiment un message à faire passer, c'est alors un peu politique, c'est qu'en fait, il faut que la France prenne conscience et mette des moyens sur ces enjeux de traitement de l'information dans différents domaines, mais en particulier dans le domaine biomédical. On manque de gens formés et nos structures sont actuellement pas faites pour former correctement des gens à ce domaine en France. Il y a un vrai enjeu. Quand on parle de la bioinformatique, on nous dit c'est de la biologie ou c'est de l'informatique. Donc j'exagère. Hein. Non, mais je schématise volontairement, mais vraiment il y a quelque chose de ça. On a besoin de former des jeunes. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire, je vous assure que les données, le traitement des big data, ces gens auront du travail. Il y a un vrai enjeu économique à ça. Et on n'est pas complètement prêt actuellement.